This is an embarrassment to our country. We did it. We did it, Joe. Salut, ici Valérie Baudouin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison de ce balado sur la politique américaine. On le sait, l'automne s'annonce très chaud et je peux déjà parier, je dirais même garantir qu'on manquera pas de sujets à couvrir. Folks, the people of this nation have spoken. J'avais pas le choix de commencer cette saison avec ce que je vais appeler l'ABC des élections américaines parce que le 5 novembre prochain, les Américains vont élire leur prochain président, ou je devrais même préciser peut-être leur première présidente avec la candidature de Kamala Harris. La politique américaine en général, c'est complexe. Je suis désolée de vous le dire, le système électoral l'est encore plus. C'est quoi le collège électoral? Est-ce qu'on pourrait avoir une course aussi serrée qu'en 2020? Est-ce que c'est vrai que ça pourrait être la dernière élection démocratique? Est-ce que les référendums, c'est une bonne idée? Voici quelques exemples de sujets qui seront abordés dans cet épisode où je vous promets, je vais rendre le tout plaisant et surtout intéressant. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Alors, on se remet dans l'ambiance. C'était le soir dans la journée plutôt du 7 novembre 2020 où finalement, on a appris après 5 longs jours que Joe Biden allait être le président des États-Unis face à Donald Trump. Je vais vous parler de politique américaine, mais je ne le ferai pas seule. Pour m'accompagner, pour rendre tout ça digeste, j'ai invité un passionné de politique américaine, d'histoire américaine, je vais préciser. Et je le dis tout de suite, c'est la première personne avec qui j'ai fait une entrevue comme analyste. C'est vrai. En 2016, avant même que Donald Trump gagne, on pensait encore qu'Hillary Clinton allait gagner et être la première présidente des États-Unis. Martin Cloutier, bonjour. Allô, Valérie. Martin, je rappelle que tu es humoriste et animateur de Debout les comiques sur les ondes de C'est quoi? Puis là, je t'ai baptisé passionné de politique américaine. Est-ce que je me trompe en disant ça? Quand même, passionné de l'histoire des présidents américains, de l'histoire en général. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis à quelques reprises, puis j'ai toujours ce regard-là. Un regard, je ne suis pas un sociologue, mais j'ai quand même une curiosité de la société américaine à travers ce qu'on lit, à travers ce qu'on ne sait pas non plus. Il y a plein de mystères, il y a plein de... C'est vraiment comme l'endroit au monde où il se passe le plus d'affaires, on dirait. As-tu un coin des États-Unis que tu préfères, un État, un endroit? Je suis allé beaucoup en Floride pour le golf. J'avais donc cet attrait-là. Et c'était un État qui est plutôt républicain depuis plusieurs élections. Donc, il y avait ça qui m'attirait. Mais sinon, la côte Est en général, je suis un féru. J'aime beaucoup Boston. J'aime beaucoup New York. J'ai capoté sur Chicago, que j'ai eu la chance d'aller voir. Donc, puis chaque ville a quelque chose. Chaque ville a une ambiance. Chaque ville a, je dirais, une vibration qui lui est propre, mais qui passe quand même à travers certains maillons qui restent les mêmes. Le filtre américain est là tout le temps. T'sais. Ah oui, puis c'est différent. Tu parlais de la Floride, la côte Est, la côte Ouest. Tu vas au centre des États-Unis, tu n'es pas à la même place. Tu es sur une autre planète complètement. Puis ça aussi, on l'oublie parce que je pense comme Québécois, on a tendance à aller dans des destinations qui sont soit près de nous géographiquement. Là, tu parlais de la côte Est. C'est normal, puis c'est plein d'histoires aussi. Tu es allé en Virginie, tu me racontais avant d'entrer en ondes, puis je veux que tu m'en parles. Tu disais féru d'histoire, mais vraiment. Tu vas vraiment voir des endroits que moi, j'ai pas visité, puis je t'avoue que j'étais assez jalouse. Je suis allé en Virginie pour un tournage. Je suis allé à 2 reprises, en fait, mais la première fois où je suis allé, j'étais allé visiter Monticello, qui est la résidence de Thomas Jefferson. Et aussi, je suis allé à Mount Vernon dans un autre voyage où là, ça, c'était la demeure de George Washington. Écoute, je suis entré dans la chambre où il est décédé, puis où sa femme n'a jamais recouché. Le soir, donc, elle se réveille le matin, le président est décédé, l'ex-président à ce moment-là, et ils ont descendu sa dépouille, puis elle n'a jamais été capable de redormir là. Et c'est sur le Potomac, un fleuve absolument majestueux, et le domaine en arrière, pour vrai, c'était grandiose. Là. Nous autres, on était à Washington, c'était une vingtaine, peut-être 30 minutes, Mount Vernon au sud, en traversant le fameux pont près du cimetière d'Arlington, en descendant un petit peu plus bas. Puis j'avais eu la chance d'aller visiter ça, mais vraiment, les écuries, le tombeau de George Washington, qui n'a pas eu d'enfant, mais il y a des membres de sa famille qui ont été enterrés là jusqu'à il n'y a pas tant d'années. La même chose avec Monticello, Jefferson. C'était une tradition, ça aussi, là-bas, mais c'était riche en histoire et... il y avait quelque chose de... C'est un cours d'histoire accéléré aussi avec l'époque. Lui, George Washington, il disait dans le temps, il aurait pu devenir un roi. Tu sais, il aurait pu dire... Il aurait pu avoir plusieurs mandats. Il n'y avait rien dans la Constitution Il n'y avait à l'époque, rien. Et donc, ça prenait une droiture exceptionnelle puis une vision que ces deux-là avaient, que les deux avaient. Jefferson aussi, à sa façon, a été quand même... C'était des enfants du siècle des Lumières, honnêtement. Donc, puis ils étaient pas... C'était des hommes extrêmement cultivés, grands physiquement. C'était 6 pieds 2, 6 pieds 3, qui en jetaient pour
l'époque, c'était des géants, littéralement, dans tous les sens du C'était terme. des grands hommes, justement, C'était des dans grands- ouais, tous les sens du exact. terme aussi. Puis tu me donnes le goût de retourner à Washington, qui est comme, pas ma deuxième maison, mais j'aime tellement y aller. Tu parlais du cimetière d'Arlington. J'ai le goût de faire pratiquement un épisode de, Ben de oui, ben tourisme oui. américain. Ouais, C'est pas ça vraiment. qu'on va faire. Mais si vous allez à Washington, je fais une petite parenthèse, là. Allez autour, justement, tu parlais de la Virginie, mais tu parlais à Gettysburg, Oui. qui a été le théâtre justement de la guerre civile, d'une grande bataille. C'est des endroits historiques à visiter absolument. Et les Américains ont le sens de l'histoire Ah, tout à hyper fait. développé. Je suis allé faire un voyage de golf en avril dernier à Williamsburg. Et c'est le premier settlement, là, la première place où ils ont vraiment installé des premiers colons à l'époque. Et le terrain de golf, sur le terrain de golf, c'est le premier port praticable pour les navires qui arrivaient de l'autre côté. Fait qu'il y avait des vestiges de ça, des pilotis qui résistaient dans l'eau encore. À côté du terrain? À côté du terrain de golf, littéralement sur un par 3, je te jure, et il y a une plaque, mais il y a des plaques partout aux États-Unis. Quand je te dis le sens de l'histoire, et c'est là qu'il expliquait qu'ils débarquaient là, les bateaux de haute mer, puis ils remontaient en barque un peu plus loin. Mais Ils bon, font des pèlerinages patriotiques. Oui, hein, quand vraiment, même, là. vraiment. Quand on dit que c'est des patriotes, les Ouais. Américains, il y en a qui connaissent pas leur ça histoire, mais il y en a teinte, beaucoup. mais ça teinte la politique d'aujourd'hui encore, ça. Il y a du sacré là-dedans, là, tu sais, dans la Constitution. Pour eux autres, s'ils se mettent en arrière de ça, pour tout et rien, mais donc l'élection qui est en cours présentement, il va y avoir de ça. On le voit déjà, là, tu sais. C'est juste qu'ils n'ont pas toute la même interprétation de la Non. Constitution puis de certains amendements. hein, ça. Exact. Puis parlant d'amendements, je fais une autre parenthèse pour vous dire, on va pas revenir sur tous les concepts de politique américaine. Il y a déjà eu un épisode, je vais appeler ça le grand frère de cet épisode. J'avais fait l'ABC ou la politique 101 avec Jean-René Dufort. Alors, si vous voulez en savoir plus sur vraiment comment tout ça fonctionne, c'est disponible sur toutes les plateformes dans la saison 1 du balado. Je vais te poser une autre question avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu trouves ça complexe, la politique américaine? Quand tu regardes ça, parce que là, tu me parlais d'histoire, mais ce qui se passe de façon contemporaine, est-ce que c'est simple? Est-ce que tu trouves ça complexe? Comment tu vois ça? C'est simple et complexe dans le sens où il y a deux partis. T'es républicain ou t'es démocrate. Fait que ça peut avoir l'air simple en apparence. Puis en même temps, il y a des ramifications à ça. Tu sais, tu me parles de collège électoral. Moi, j'ai du flou par rapport à ça. Tu sais, il y a des sénateurs, il y a des gouverneurs, il y a des délégués, il y a toutes sortes de ramifications. Mais aux élections, c'est les gouverneurs qui en a comme 400 ou 500 quelques. Les là. élus à la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, Oui. bon, fait que c'est tout ça là, que moi, tu vas me dire, le collège électoral, pour moi, c'est tous ces gens-là. C'est les sénateurs, c'est les gouverneurs, puis c'est les représentants de chaque... C'est ça, c'est le gouvernement. Tu sais, tu parles, les élus à la Chambre des représentants, c'est un peu comme le Parlement. C'est nos élus ici, nos députés. Tu as les sénateurs qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Tu as les gouverneurs aussi, qui c'est l'équivalent d'un premier ministre. hein. C'est les François Legault de ce monde. Ça veut dire que le gouverneur n'a pas rapport à Washington. Non. Il va être dans le Parlement, Il va être- à Albany pour l'État de New York, mettons, là, tu sais, dans le Capitole de chaque État. Oui, là. dans le Capitole de chaque État, il va se rendre à Washington. Ça arrive souvent. Il y a des conférences de gouverneurs et tout ça. Mais le gouverneur, c'est vraiment le PM. C'est le PM, c'est lui qui décide. Puis les États ont beaucoup de pouvoir. hein. Les États-Unis, ça le dit, c'est plusieurs États ensemble. Mais c'est pas comme ici. C'est tellement décentralisé. là, le pouvoir fédéral, c'est pas quelque chose qu'on aime tant aux États-Unis. On veut vraiment que ça vienne de l'État qui prend ses propres décisions. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'élections. C'est les États qui font leurs propres règles. hein. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas quelqu'un qui va régir ça. Tu sais, ici, que tu votes ici ou ailleurs à une élection fédérale, c'est pas mal le même principe. Puis ça a été, je veux juste faire une mini-parenthèse sur la différence d'un État à l'autre. Lors de l'élection de 2020, c'est pour ça que ça a rendu compliqué à un moment donné la compilation des votes parce que l'Arizona, eux autres, ça prend une semaine, puis un autre, ça prend un autre Ouais. délai, puis d'autres. Il n'y en avait pas un, il n'y avait pas d'uniformité, puis ça, c'est sacré pour eux autres. Ça Il y en aura changera. pas. Il n'y en aura pas non plus, c'est eux autres qui décident, Ah oui, puis ils oui. sont orgueilleux de ça. hein. Puis ça peut changer à chaque élection. Il y a des lois qui ont été passées en 2020 et 2024 qui vont changer les choses. C'est sûr que l'élection de 2020, si on se replonge tout de suite là-dedans, on est en pandémie. hein. C'est Biden Ouais. face à Trump. Et là, tu te dis, les gens est-ce qu'ils vont vouloir aller voter? On a besoin d'avoir un fort taux de participation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y avait le vote postal, le vote par la poste, parce qu'il y a des personnes âgées, des gens qui sont en région éloignée, des gens qui ont peur, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui n'avaient pas le goût d'aller voter nécessairement. Alors, c'est la solution qu'on a trouvée Puis d'avoir des ce vote. confinements, on s'en rappelle, Ben oui. à gauche, à droite, pas partout nécessairement, mais à plein d'endroits. là. Écoute, on avait les rassemblements. C'est la campagne où Biden était dans son sous-sol, Ben comme oui. on
appelait, qui sortaient pas, puis c'était correct. De l'autre côté, tu avais les rassemblements de Trump où il y avait des milliers de personnes entassées les uns sur les autres. Alors, c'était très différent. Puis le vote par la poste, c'est quelque chose qui est quand même là pour rester parce que ça fonctionne bien dans certains États. Là. C'était pas la première fois que le vote par la poste, mais à cette échelle-là, oui. Là. Oui, à cette échelle-là, parce que et c'est pour ça que tu disais, il y a une disparité entre les États. Bien, le dernier État comment Biden a pris sa victoire, c'est qu'il a gagné la Pennsylvanie. Puis la Pennsylvanie, je me trompe pas, c'était à peu près, tu pouvais comptabiliser jusqu'à 6 jours après. C'est Tant ça. que c'était posté la journée de l'élection. Là, fait que la journée du 3 novembre, toi, tu disais, jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas sûre pour qui je voulais voter. Tu mets ton petit time, tu vas poster ça. Bien, c'est reçu à temps, c'est comptabilisé. C'est pas comme ça partout. En Floride, ils sont habitués avec, disons, certaines contestations. Je penserais à l'élection de 2000 entre Al Gore et Bush. On s'est habitué. C'est très rapide, le fonctionnement. Il y a des États où ça va vite, mais c'est pas comme ça partout. Et il y a des États où le vote postal, c'est déjà la majorité des... C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'était pas juste en 2020. Tout le monde reçoit un bulletin de vote à la maison. Si tu veux voter par la poste, tu peux le faire. La Californie, le Colorado, Hawaï, le Nevada, l'Oregon, l'Utah, qui est un État républicain. Là, c'est pas juste dans des États démocrates. Le Vermont et l'État de Washington. Tu peux soit voter par la poste ou soit aller le porter dans une boîte de dépôt. Une boîte postale, là, ça aussi, c'était controversé. Qui est temporaire pour qu'on puisse... Dans les allégations de fraude électorale, il y en a qui disaient que les boîtes avaient été manipulées. Il y a des gens qui surveillent ça. Dans les élections, tu peux même voir des gens armés. Je suis hyper ignorant, mais un vote, mettons, si tu reçois ton bulletin, c'est parce que tu l'as demandé ou tout le monde le reçoit? Puis comment tu contrôles la liste à ce moment-là? C'est une excellente question parce que... Non, mais honnêtement, tu fais bien de me poser parce qu'on parlait des disparités entre les États, que c'est compliqué. Il y a des États où c'est hyper difficile de voter. Tu dois t'inscrire sur les listes électorales. C'est pas automatique. Vous le savez, ici, là, vous avez votre petit carton par la poste. Là, je suis pas la seule comme ça. On a notre carton. Tu es sur la liste électorale. S'il y a une erreur, tu as tant de temps pour appeler. Si tu n'as pas reçu ton carton, bien là, tu appelles à l'élection pour voir ce qui se passe. Puis même là, sur place, tu as une façon de négocier pour dire j'ai pas reçu mon carton, mais je devrais être sur la liste électorale. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois demander, des fois, d'avoir un bulletin de vote justement par la poste quand c'est pas un État où on te l'envoie. Tu dois t'inscrire sur les listes électorales. C'est pas partout la même chose. Tu habites dans un État une journée, tu déménages après, tu n'as pas les mêmes restrictions, tu n'as pas les mêmes obligations plutôt. Certains exemples, une carte étudiante avec photo, ça ne fonctionne pas, mais dans un autre État, oui. C'est pas tout le monde qui a des cartes avec photo aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie universelle. Si tu n'as pas de permis de conduire, tu n'as pas nécessairement de carte avec photo, fait que ça devient difficile de prouver ton identité. Puis ça, des deux côtés, on essaie de trouver une solution pour ça. Alors, ça devient, oui, compliqué. Est-ce que le vote électronique va avoir cours cet automne ou on n'est pas encore là? Pas du tout, hein? La seule chose que je te dirais qui est électronique, et ça, je l'ai vu de mes yeux vus, et c'était un chaos. Ça se passe bien à certains endroits, mais en Californie. Je vais te parler des primaires. Là, c'est quand on décide, les primaires, de choisir c'est qui notre candidat pour notre parti. Hein. Chaque État va voter, il y a un différent mécanisme. J'étais en Californie, on décide d'avoir des tablettes, comme des iPads pour décider de voter. C'est moderne, ça vient de là. Parce que souvent, je vais t'en parler dans un instant, c'est plusieurs pages. Hein, les bulletins de vote, c'est pas simple comme ici que tu as ton petit crayon derrière et que tu peux voter rapidement. Mais là, tu as une personne âgée qui n'a jamais eu de tablette entre les mains. Sais-tu comment c'est long? Sais-tu comment on doit expliquer? Sans faire encadrer? d'âgisme, mais effectivement. Mais des gens qui n'en ont pas à la maison, ils ils ne savent pas. souplesse-là. Un jeune qui est né pratiquement avec une tablette dans les mains, il va faire ça en 2 secondes. Mais les fils, j'ai vu des endroits où c'était plus de 4 heures. On n'est pas dans une élection présidentielle décisive. On est dans une campagne pour déterminer ton candidat. Alors, c'est ça, quand vous entendez primaire, c'est le processus de sélection des candidats. Alors, c'est pas pareil, c'est pas de la même façon. Sur les bulletins de vote, on peut en parler. On parlait tantôt des sénateurs. Tu as le tiers des sénateurs qui sont en élection. Hein, c'est des mandats de 6 ans. OK, c'est Donc, ça. un tiers à chaque 2 ans. L'ensemble de la Chambre des représentants, 435 personnes, eux sont en élection aux 2 ans. Oh my God, c'est intense. Tu es toujours en élection. Tu es toujours en train de prévoir. Tu viens d'être élu. Est-ce que ça leur enlève pas... Tu sais, là, ça, eux autres, ils vont former le gouvernement fédéral. Ça, c'est le collège électoral. Là, Non, le collège électoral, ça, c'est pour voter pour le président. OK. Ça, c'est à part. Ça, c'est le gouvernement, dans le fond, C'est le gouvernement fédéral. OK. Oui, exactement. Tu as les sénateurs, tu as les membres de la Chambre des représentants, tu as des gouverneurs dans certains États qui sont juste dus pour une réélection. Hein. Ça peut arriver. Tu as aussi le président, le vice-président, tu as des shérifs, tu as des coronaires. des juges. Des juges.
élire des juges, je suis la seule à trouver ça comme inconcevable, de se dire que tu es en campagne électorale pour être juge? Ben, je suis à la même place que toi, sauf que c'est traditionnel aux États-Unis. Ils ont des libertés, puis ils ont des conceptions de la liberté. Puis ça, c'est probablement enchâssé dans la Constitution américaine. Un article, là, puis comme tu dis, on peut l'interpréter de plein de façons, mais eux autres, ça, c'est sacré pour eux autres. C'est vraiment le livre, c'est le rempart derrière lequel plein de gens vont aller se cacher pour défendre le permis du port d'armes, alors qu'on sait qu'à l'époque où ça a été écrit, on en convient tous, même eux autres en conviendraient. Mais pour eux autres, ça se touche pas, c'est comme la Bible pour eux autres. C'est la liberté avec un grand L. Ouais. Mais c'est pas la liberté pour tous. Mais sauf, donc, derrière ça, peut-être que c'est là le chemin qui est sinueux, peut-être pour élire des juges, effectivement. Est-ce que c'est des juges administratifs, comme on pourrait avoir ici, ou c'est des juges à la Cour supérieure, mettons, criminelle, des choses... Ben, pas supérieure, mais à la Cour criminelle, mettons? Je pourrais même aller plus loin, ça peut être des juges à la Cour suprême de l'État. Il y a certaines Quand même, élections, OK, c'est le ça juge va à la loin, Cour là. suprême, c'est la plus haute cour de ton État. Et il y en a qui ont même une couleur politique qui se présentent républicains ou démocrates. Il y en a d'autres qui se présentent juste sur leur plateforme. Ça, ici, ils n'ont pas le droit de montrer une couleur, mais en quoi on est qualifié, mettons, comme individu pour voter pour un juge? C'est des nominations. Nous, c'est notre système à nous. Et peut-être que le leur marche comme ça aussi. En même temps, je vais prendre le dossier de l'avortement. Tu sais, le juge, tu regardes son parcours. Est-ce qu'il était dans, je sais pas, des organisations religieuses? Est-ce qu'il a pris des décisions qui étaient très à droite? Comme ça que tu détermines. Mais en théorie, tu interprètes la loi, puis la loi, c'est la loi. La loi, c'est pas la Bible, c'est pas la religion, c'est pas ton allégeance politique, c'est pas c'est quoi ton vécu. Ça devrait être la loi. Tu parles de la Constitution comme autorité suprême. Ouais. Ça devrait être ça. C'est ça l'interprétation de la Constitution de ton État. C'est pour ça que ça se promène un peu le Wade versus Roe qu'on a vu, qui a reculé dans des États avec l'arrivée de Donald Trump, puis ça répondait à un paquet de... il voulait plaire à une base électorale, clairement, quand il est allé dans ce sens-là. Je suis pas sûr que lui, personnellement, ça change rien dans sa vie, sauf que le balancier va aller l'autre bord un jour, on l'espère ou on l'anticipe. C'est ça qui est particulier, c'est qu'au final, c'est une immense machine politique, mais qui décide de pas grand-chose. Ça fait que sur le fond, on a l'impression des fois que ça avance pas, que ça bouge pas, que c'est une espèce de bébite qui avance bien lentement, puis que le vrai pouvoir, même ici, on a cette perception-là du fédéral qui est loin de nos réalités, mettons. Bien, aux États-Unis, on dirait que c'est encore pire. Puis en plus, avec ce que tu nous expliques depuis le début, la disparité dans le processus pour voter, déjà, juste ça, tout le monde veut être unique, mais en même temps, comment tu veux uniformiser ça, le niveau au-dessus, tu comprends, quand tu viens le temps de décider des lois et des grandes orientations du pays, mon Dieu, que ça donne la matière, ça donne la matière pour 1000 ans encore. Là, mais, J'ai été très honnête dans mon introduction en disant que ça allait être compliqué. Fait que j'espère que vous avez tous votre tisane, votre thé, votre verre de vin ou quelque chose quand vous écoutez pour vraiment tout assimiler l'information. On parlait des juges, mais les procureurs aussi sont élus. Puis là, il y en a qui disent, OK, mais attends, est-ce que ils vont décider de ne pas poursuivre telle personne parce que là, ils pensent peut-être perdre, puis là, ils vont perdre après ça leur élection s'ils paraissent mal sur un procès. Fait que là, on ne va pas décider d'aller plus loin. C'est fou, ça. Ou est-ce qu'ils vont, justement, si on l'a vu, décider dans leur élection de promettre de poursuivre Donald Trump? Il y en a qui ont fait ça en élection. Donald Trump le décrier, ça. Puis jusqu'à un certain point, je le comprends, de dire qu'il y en a que leur plateforme pour être élu procureur, donc tu es comme l'avocat. C'est dire qu'il est condamné. Oui, c'est dire tout de suite, moi, hey, Martin, je vais être élu parce que moi, je te promets que Donald Trump va aller en dedans. Ça devient politique. Ce qui est dur pour nous autres de figurer ça, en fait, ce qui rend ça difficile pour nous autres, c'est que notre système, nous, il y a une séparation entre le législatif puis l'exécutif, clairement. Fait qu'il y a un parlement puis le judiciaire, effectivement, les trois sont indépendants chacun de leur bord. Fait que quand ils sont en chambre à Québec, tu n'as rien à dire. Il n'y a pas un juge qui pourrait te dire au Parlement, vous allez faire ça. Et le chemin inverse non plus. T'sais. Fait que nous, on se trouve confortable, on se trouve bien fin, mais c'est clair que leur système a des avantages et des inconvénients, mais il y a quand même des avantages que nous, on ne perçoit pas probablement de l'extérieur. Je peux pas te dire lesquels. Là. J'essaie juste de faire l'avocat du diable. Je vais t'en dire un système qui est un avantage. Puis ça, je veux pas qu'on s'éloigne trop des élections, mais je vais quand même en parler. La balance du pouvoir, le check and balance, parler de l'exécutif, le législatif. Bien, l'exécutif, c'est la présidence. Le législatif, c'est les élus. Puis à chaque 2 ans, ça peut changer. Tu as un président qui est là 4 ans, mais la Chambre de représentants, je l'ai dit tantôt, est en élection aux 2 ans. Fait qu'après ça, à mi-mandat, si tu n'es pas satisfait du travail du président, ben tu peux dire, OK, mais moi, les élus à la Chambre des représentants, je veux que ce soit de l'autre couleur politique pour justement balancer tout ça. Mais quand ça arrive,
Oui. Ça fait un gouvernement, ça fait une tête dirigeante qui est castrée un petit peu. Ça et Ouais. un président qui arrive aussi dans sa deuxième phase de mandat. Mettons, là, Barack Obama, les 2 dernières années de son deuxième mandat, pour vrai, c'est un pitbull pas dedans, là, tu comprends? T'es dans la négociation T'es que là-dedans. Puis si tu as une Chambre des représentants républicaine, puis l'autre aussi, le Sénat et la Chambre des représentants, t'es un peu peinturé dans le coin. T'as moins de pouvoir que jamais comme 100%. président. Là, la t'sais. nomination des juges, ça passe par là. Puis là, écoute, on pourrait en parler longtemps, mais si on revient à notre fameux bulletin de vote, là, je t'ai parlé des sénateurs, présidents, les élus à la Chambre des représentants, si ton gouverneur est en élection. Et là, tu as aussi le niveau de l'État. Tu as tes sénateurs de l'État, tu as tes élus de l'État aussi, OK, pas au mais- niveau fédéral. Alors là, tu es rendu combien de pages déjà? Je parlais du coroner. J'ai l'air de faire des blagues, mais il y en a des États où tu vas élire le coroner, alors on a dit des juges, le shérif, le gardien, pas le gardien de prison, mais la personne qui gère les pénitenciers aussi. Il peut changer aux 2 ans. Peut changer aux 4 ans. Aux Ça 4 dépend ans. c'est quoi le mandat. Ça peut être, c'est ça qui devient comment Puis- tu peux, comme électeur, mets-toi à leur place. Ben non. Tu as le bulletin de vote. Si tu n'es pas hyper informé sur tous les dossiers, comment est-ce que tu réussis? Tu peux pas savoir le programme du coroner, le programme du Ben shérif, du procureur, de ton sénateur étatique, ton sénateur au niveau national. Hey, je le dis, puis ça me donne mal à la tête. Le bulletin que tu as vu le plus élaboré, le plus long, mettons, il y avait combien de cases à voter? 40? Écoute, 30? Je sais pas. pourrais pas te le dire par cœur, mais OK. ça peut être plusieurs pages. C'est pas Des sur pages. une page. On parle de plusieurs pages. Là, tu me parles de cases, mais j'ai déjà vu des choses recto-verso. Quand je te disais tantôt numérique et non électronique, dans le sens c'est pas sur Internet, là, c'est vraiment comme dans une tablette qui est en réseau fermé. C'est parce que ça devient compliqué. Il y en a que c'est d'autres systèmes de comptabilisation des votes que ça devient comme un écran aussi. Là, ça a l'air pour visuellement un jeu d'arcade un peu, là, où tu as un écran pour déterminer parce que c'est trop complexe sinon. Et le taux de participation, sans rentrer trop technique, mais c'est comme 55, 60, 65 mettons, là, Mais les c'est une derniers. soixantaine de pourcentage. C'est super bon la dernière fois. C'est quand même bon, mais en même temps, ça pourrait-tu être mieux? Ben oui. Parce que j'ai l'impression que la complexité de l'affaire, tu fais que, non, pas encore aller voter. Si tu y vas aux 2 ans, mettons, là, puis que tu as 20 pages, mais mettons 3 pages, même une page, Christy, je trouve que c'est immense. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Hey, on trouve ça simple chez nous, hein, rendu là. Ben, on trouve ça simple, puis on regarde même un peu la Suisse, puis là, tu te dis, eux autres, là-bas, il y a plein de référendums Oui, sectoriels oui. sur un paquet de questions. Ah, mais je t'en ai pas parlé Puis de ça aussi. Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y en a aux États-Unis, Oui. en plus de tes... Non, Oui. pour vrai? Ben oui, il y a des référendums, il y a des questions, ce qu'on Mais donc, appelle des ballot measures. c'est de l'ultra-démocratie à ce C'est moment-là. de l'ultra. Ça, je trouve ça beau. Les référendums, là, je vais plonger directement là-dedans. Nous, des référendums, on en a eu quelques-uns, puis on en parle encore aujourd'hui d'un point de vue historique. Hein, on Ouais. va dire ça. C'est pas quelque chose de commun ici d'avoir un référendum pour sonder la population, qui est de la démocratie directe. Et ça, je trouve ça beau. Les référendums, ça fait partie de la coutume. Ça fait partie des habitudes dans plusieurs États de dire on va sonder la population pendant une année électorale et même des fois entre les années électorales. Là, il faut que tu motives tes gens parce que tu as une élection, exemple, en 2020 puis en 2022. Puis en 2021, tu te dis OK, moi, je vais sonder les gens sur l'avortement, le salaire minimum, la légalisation du cannabis. Ça peut être sur comment on gère l'itinérance à San Francisco. Ça peut être sur tellement de choses. Tu veux-tu une idée de grandeur? Ouais, s'il te plaît. Écoute, les référendums citoyens en 2021, Hydro-Québec participe un peu par la Ah bande à un oui. référendum. Il y avait une ligne de transmission électrique là, pour la Nouvelle-Angleterre. Ça part du Québec et ça passe par le Maine. Et là, ils disent ça sera pas beau, ça va polluer, les Ça va pylônes. défigurer le paysage. Exactement. Sais-tu combien d'argent a été mis du côté d'Hydro-Québec? Hydro-Québec, on dit qu'ils ont investi 10 millions de dollars, mais au total, c'est 50 millions dans le camp qui voulait que la ligne passe pour une question référendaire. Une seule question. Pour qu'il y ait des gens qui sont leur avocat là-bas, Oui. mettons, en tout cas, Des qui lobbies, parlent, là, qui parlent pour eux en autres. publicité. Wow. Alors, Hydro-Québec s'est investi comme ça. 22 millions qui opposaient la ligne de transmission. Je rappelle que le Maine, c'est un tout petit État, là, alors ça ouais. coûte cher du citoyen pour aller voter. Et depuis, ils ont passé un autre référendum pour dire on va arrêter d'avoir des fonds étrangers. Parce qu'eux, ils ont décrié qu'Hydro-Québec... Pourquoi qu'ils qui est payent? pas- pourquoi Hydro-Québec investit de l'argent? Ils ont C'est pas le Canada. tort. C'est pas les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'un pays étranger, puis tu sais, quand tu dis un pays étranger qui investit, moi j'imagine la Russie, la Chine, Non, non, l'Iran. le Québec. Le Québec. Alors Hydro-Québec Le était... Canada parle le Québec. Oui, alors dans les journaux au Maine, puis je relisais ça hier pour préparer l'épisode. On était en train de dire l'ingérence étrangère et tout ça. Et c'est vrai, en quelque sorte, On que est c'était de clairement l'ingérence là-dedans. étrangère. Oui, oui. Écoute, c'est fascinant. Référendum le plus coûteux en Californie en 2022.
tu sais, t'aimes le sport. Il y en a des équipes sportives en Californie. On voulait avoir la légalisation des paris sportifs en ligne parce que c'est illégal en Californie. 450 millions, vous avez bien compris, d'investis pour une question référendaire qui n'a même pas passé finalement. Ça, c'est les deux camps combinés. Les deux camps ensemble. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Oui. Puis là, qui investit? Mettons, les équipes sportives, ils n'ont aucun bénéfice à faire ça. Donc, c'est toutes les compagnies, les lotos, les casinos, ces choses-là. Les compagnies en ligne, je casinos ne vais en pas ligne. toutes les nommer, là, mais on les connaît. Là. Fait que ça, 450 millions pour une question, une fois. Oui. Puis ça peut revenir dans 2 ans, là. Oui, ça peut être une autre On question. va Ça peut être partir. rendu à 500 millions. Ça, là, je peux-tu prendre 2 secondes? Tu vas m'expliquer, mettons, les super PAC, mettons, ça en est, ça, du financement dans la course électorale, dans la campagne électorale. Un super PAC, c'est littéralement des gens qui se mettent ensemble pour ramasser de l'argent pour un camp donné, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis écoute, garde ta question parce qu'on va prendre une petite pause. OK, parfait. Puis on revient dans un instant avec le suspense de c'est quoi ça, un super PAC? Alors, on revient. Tu me demandais, c'est quoi un super PAC? Si tu me parles de 450 millions Oui. pour une question dans un référendum, mais les super PAC, c'est encore de l'argent qui influence l'élection. Oui, parce qu'il y a des élus qui vont recevoir de l'argent. La candidate à la présidence, Kamala Harris, Trump, un élu à la Chambre des représentants, un sénateur pour un référendum. Les super PAC, c'est pas directement de l'argent qui va au candidat ou au projet. OK. Parce qu'ils ont quand même des lois. C'est pas comme ici, un 100-150, là, je me rappelle pas exactement, là, de maximum C'est que 100 tu peux piastres donner. puis 200 piastres dans une année électorale. Bon, alors, par personne. Les c'est compagnies n'ont pas le droit de participer. On n'a pas ça là-bas. Non. Tu peux donner de l'argent à la personne directement. Tu peux vendre des casquettes là, avec Make America Great Again. Trump a eu de l'argent en masse. Il a vendu ses photos, sa mugshot quand il a été arrêté en Géorgie. Tout ça, c'est du financement. Mais les super PAC, c'est comme si tu es en parallèle du travail pour le candidat. Toi, tu organises, tu as des millions, Martin, là, qui traînent, là, puis tu veux soutenir une candidature. On va faire ce scénario-là. Ben, tu amasses de l'argent, ta fortune personnelle, des compagnies qui sont même pas obligées nécessairement de s'enregistrer. Ça peut être ce qu'on appelle le dark money. Des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ils mettent ça dans un super PAC qui peut être à la hauteur de plusieurs Qui millions. aurait intérêt de voir ce candidat-là élu, mettons. Oui, admettons l'énergie fossile. Ils ont intérêt à ce que ce soit Trump et non Harris parce que tu es plus pro-pétrole quand tu es républicain, ça c'est clair. Mais ils investissent de l'argent. C'est pas directement au candidat, mais imagine le nombre de millions en publicité que tu peux avoir. Fait que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez les publicités, puis ça dit à la fin, cette publicité présentée ou approuvée par, mettons, avant Joe Biden, ou approuvée par vote pour Joe Biden. Tu sais que c'est une autre formulation. Ça, c'est un super PAC. C'est une façon détournée puis qu'il n'y a pas de plafond. Jusqu'à quelle hauteur ça peut aller, les montants qu'on a enregistrés là-dedans? On est dans les milliards, là. Oui, hein, les campagnes électorales, c'est en milliards que ça se calcule. Et tu parles de la liberté. Tantôt, on a parlé de la Constitution américaine. Bien, ça fait partie de ça. On a essayé de mettre un plafond pour dire ça n'a pas de sens. Tu sais, écoute, il y en a qui disent tu pourrais nourrir, tu pourrais enrayer la pauvreté aux États-Unis avec tous ces millions-là qui sont mis en campagne électorale. Mais ça fait partie de la liberté. La liberté de dire comment tu dépenses ton argent, c'est toi qui le choisis. Fait que si tu veux donner 800 millions à un candidat, ça te tente, là. Puis une compagnie a autant le droit que toi, ça a force légale autant qu'un individu, c'est un individu. Puis non seulement, comme je te disais, il y a de l'argent noir, la dark money, que tu sais pas ça vient d'où. Autant pour les démocrates que les républicains, tu sais pas cet argent-là vient d'où. Et ça, c'est la force des lobbies politiques aussi, par la bande, qui vont... Mais ça, d'un côté comme de l'autre, ça existe Oui. pour les deux, mais c'est quand même particulier parce qu'on a une perception, nous, de la liberté et de la démocratie qui exclut, mettons, les compagnies. On veut pas justement qu'une compagnie qui a 1000 intérêts, mettons une compagnie pétrolière, on voudrait pas qu'elle décide de l'environnement, mettons au Québec, ou au Canada. Donc, on a exclu ça. Mais eux autres aux États-Unis, donc, c'est la liberté pure et dure, là, absolue. Là. On est rendu en liberté en caractère gras. Tantôt, je t'ai dit L vraiment. majuscule. Là, Puis on est... C'est un peu en italique, puis c'est souligné. Là, oui, c'est ça. Fait que tu as soit le référendum. Fait que tu peux investir un peu comme tu veux. Donc, l'argent, c'est important. Est-ce que c'est ça qui garantit une victoire à une élection? La réponse est non. Tu dois en avoir, mais Trump avait pris, si tu te souviens, en 2016, sa fortune personnelle, plus des gens qui donnaient de l'argent. Mais Hillary Clinton avait amassé beaucoup plus de sous. Est-ce qu'elle a gagné l'élection en 2016? Mais non. Alors, il y a d'autres façons. Je me souviens même que Barack Obama avait moins de moyens que son adversaire,
mais c'était presque du sociofinancement plus, lui. Ce qu'on appelle grassroots. Ça vient de la Exact. société, des gens. Puis il a été Bernie un des Sanders premiers, est comme ça. Oui. un des premiers par les réseaux sociaux à se financer ou en tout cas solliciter, mettons, dans le temps. Mais je me souviens très bien de cette campagne-là. Mais ça vient avec la technologie puis les communications. On est rendu où, là, tu sais? Oui, parce que tu donnes t'es plus que 330 millions d'Américains. C'est ça. Il y en a une couple là-dedans qui sont majeurs. Tu donnes tous 20 à différents moments de campagne électorale. C'est pas tous des milliardaires puis des Non. millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui vont donner des 20 Juste un petit exemple. Tim Walz, quand il a été nommé colistier de Kamala Harris, donc gouverneur du Minnesota, on le connaît pas, mais là, on le voit quand il reçoit l'appel de Kamala Harris avec sa casquette là, de chasseur, là, puis là, il a l'air de ton voisin, puis tu t'identifies à lui. Fait qu'ils ont déjà fait une casquette où il est écrit Harris Walz sur la casquette avec le camouflage, là, en se disant, ça, c'est du marketing. Mais juste avec ça, en 24 heures, ils ont amassé $1 million. Elle a amassé 80 quelques millions de dollars lorsqu'on a lancé sa candidature. Tim Walz, 36 millions. Tu sais, c'est de l'argent qui rentre justement des donateurs qui vont pas donner des millions de dollars, mais il y en a plusieurs qui vont dire « Hey, j'en ai pas donné à Biden, mais là, ça me tente. Tu sais quoi? Je vais donner un 200 $ moi, à Tim Walz. » C'est fascinant. Puis tu regardes le financement, mettons, des partis ici, puis on dirait que c'est un aspect, ça, que les gens donnent pas tant, tu sais. En proportion, je sais pas, un Américain donne comment, mais il est tellement sollicité à tellement de reprises dans le cours d'une décennie, mettons, là, quand tu vas aller voter 2 fois, peut-être 3 pour la présidence, tu vas voter pour le Sénat 5 fois, tu vas voter pour le gouverneur aussi, c'est aux 4 ans, le gouverneur, quelque chose comme ça. Donc, ils sont tout le temps confrontés à leur démocratie, ils sont tout le temps un peu enfargés dedans. Fait que probablement que le fait d'être tout le temps dedans, parce que nous, là, ce qu'on veut, là, c'est 1 fois aux 4 ans, puis achale-moi pas avant 3 ans et demi, tu comprends? Exactement. Puis la campagne, j'espère qu'elle va durer 2 mois, parce que 3 mois, tu commences à me taper sur le chou. Eux autres, non. On serait pas heureux aux États-Unis. On serait pas heureux aux États-Unis, ou en fait, on tomberait dans le moule, parce que dans le moule, c'est-à-dire, puis dans le mood, j'ai voulu faire 2 mois en même temps, mais quand tu y vas aux États-Unis, tu te rends compte que c'est quand même sacré pour eux autres, ça. Il y a des affaires qu'on voit là-bas, qu'on voit pas ici. Fait que la fête, moi, je suis déjà allé un 4 juillet, là, my God. Hey, hein? J'ai déjà vu des drapeaux à Saint-Jean, mais c'est même pas le quart du petit village aux États-Unis qui est décoré, mais comme ça se peut pas. Les cimetières qui sont garnis le 4 juillet aussi, parce que c'est les militaires probablement qui sont morts au combat ou des gens qui ont servi. Ça aussi, on n'a pas ça ici. Et c'est érigé dans leur esprit, là. Leur liberté est bien définie par ça, par la capacité d'aller voter, les gens qui donnent le cash qu'ils veulent pour que ça se fasse, puis ceux qui nous protègent. Puis c'est ça essentiellement. C'est une énorme différence par rapport à nous. Et on le voit, puis quand tu le prends de ce sens-là, tu comprends leur volonté de défendre la possession des armes à feu, même si je trouve personnellement que ça n'a aucun sens. C'est plus que c'est exagéré. Je comprends. Ça devient caricatural, mais l'ancrage de ça, pour être allé au Capitole déjà, avoir visité le Capitole, quand tu vois comment c'est leur parlement à eux, c'est là que le siège du gouvernement est, quand tu vois comment c'est physiquement installé, tu sais, la rotonde au milieu, c'est pas pour rien que c'est rond, tu sais, c'est les chevaliers de la table ronde, là. Il n'y en a pas un qui va être plus important que les autres, fait que vous allez avoir toute la même place autour, mais tout ça, ils sont imprégnés, ils sont baignés là-dedans, c'est une culture, c'est une immense culture, tu sais. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est beau, la démocratie, puis la défendre. Par contre, c'est tellement difficile pour certaines personnes de voter. Puis ça, je trouve ça hyper dommage. Je te parlais des obstacles, tu sais, t'inscrire sur les listes électorales et tout ça. Mais comment c'est normal que dans des secteurs plus défavorisés, tu as moins de bureaux de vote ou tu n'as pas de boîte postale pour aller déposer ton bulletin de vote? Tu décides, là, ils ont enlevé, exemple, le dimanche, dans un endroit où il y a beaucoup d'Afro-Américains, d'aller le vote par anticipation parce que les gens y allaient après l'église. Tu sais, tu disais, OK, on y va tous, puis on va aller décider d'aller voter. Ah, on va enlever ça. Ça, c'est tous des obstacles au vote. Tu te souviens-tu, en Géorgie, ça fait partie des... Écoute, les gens s'en moquaient tellement. On peut pas donner de l'eau aux gens qui sont en file si tu fais partie, admettons, d'un parti ou autre. Ils disent que ça pourrait influencer le vote. Mais quand tu es 4 heures en ligne... Ben non. Ta voisine, ton amie, ta grand-mère qui veut attendre puis exercer son droit de vote, t'as pas le droit d'une bartende ou un verre d'eau. Là, moi, je l'ai vu en Californie, les voisins qui arrivent avec des chariots puis ils vont nourrir le monde dans la fou, là. pour dire, je veux que tu fasses ton droit démocratique, tu as le droit de l'exercer. Ben oui. On va t'aider. Mais on a enlevé ça en disant que ça pouvait influencer, parce qu'on avait déjà vu des food trucks près des lignes d'attente pour voter. Ben, Valérie, moi, j'ai l'impression que ça revient à ce que tu disais plus tôt, c'est le fait qu'il y ait tellement de disparités. Pour moi, ça folklorise le vote. Puis ici, au Québec, là, il n'y a pas tant d'années que ça, on avait ce qu'on appelait des boulets de comté. Puis quand on allait voter au Québec,
le bureau de vote restait ouvert tant qu'il y avait, en dedans d'une heure, un voteur qui était venu. Si on passait une heure sans quelqu'un qui vient voter, le bureau était fermé. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient, les partis? Ils mettaient des costauds au bout du rang, puis ils empêchaient littéralement le monde de passer en se battant avec eux autres pour pas qu'ils aillent voter. Puis là, OK, ça fait une heure. Le bureau est fermé. Fait que la raison Mais pourquoi... voyons donc. Mais ça, Je savais pas ça. on recule d'il y a 200 ans, 250 ans. Mais moi, ce que j'entends là, j'ai l'impression que c'est le fait... Là, à un moment donné, le gouvernement dit hey, on va uniformiser ça, les façons de faire. On n'a pas le droit non plus de parler aux gens quand ils viennent. On n'aurait pas le droit, je pense, de donner des verres d'eau aussi. C'est très, très, très suivi. Moi, je l'ai vu dans une élection à la mairie de Louisville dans le temps. Un gars qui s'est fait ramasser parce qu'il accueillait les voteurs. Puis il faisait juste dire hey, tu sais pour qui voter, hein? Il faisait juste dire ça. Les Mais couleurs ça, politiques. lui, on savait que c'était aligné sur une personne X ou Y. Puis que, bon, moi, j'ai été témoin de ça. Ma première élection où moi, j'ai exercé mon droit de vote, j'ai vu ça, tu sais. J'étais avec mon père. Mon père, hey, OK, oui, je le sais, je n'ai pas besoin de toi. Puis on a continué. Mais ça, j'ai 54 ans, là, c'est il y a 35 ans, mettons, tu comprends? Fait que ce dont tu me parles, moi, j'ai l'impression que c'est dû à la disparité dans la façon d'exécuter. Si on uniformise ça, on va le comprendre, les règles vont être simples pour tout le monde, puis ça va être une affaire, tu sais. Mais pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Ça, je ça comprends. devrait être la devise aux États-Unis. Ça fait faire des podcasts. Oui, hein, tu vois, ça me fait travailler. Merci, Exact. merci à tous. Et parlant de simple et de compliqué, là, je vais, comme dirait ma mère, arracher le plaster vite pour que ça soit terminé. Je vais vous parler du collège électoral. Oui. Parce que là, c'est jamais clair, c'est normal, parce que ça n'existe pas ailleurs, le collège électoral. C'est juste aux États-Unis. Puis c'est ça qui fait que c'est pas si démocratique que ça. Puis je vais m'expliquer dans un instant une élection présidentielle. Parce que c'est propre à l'élection présidentielle. On a parlé tantôt des pères fondateurs. Ils ont écrit la Constitution. Puis ils ont dit, on va faire un suffrage universel indirect. Ça sera pas un vote direct comme toi, citoyen, qui décide de voter pour X personnes. Bien, c'est comptabilisé. Puis voici comment on décide qui va être le premier ministre, qui va être ton député, tout ça. Comment ça fonctionne? C'est qu'on se disait à l'époque, on fait-tu confiance aux citoyens américains pour prendre la bonne décision? Est-ce qu'ils sont assez informés à l'époque pour savoir qui devrait être leur président? Puis aussi, est-ce que les élites qui sont élues au Congrès devraient aussi décider? Alors, on est allé dans le milieu en disant, bien, les électeurs vont voter, mais ils vont voter pas pour un président, pour un représentant, justement, un grand électeur. Ouais. Ils font partie du collège électoral. OK. Alors, c'est indirect. Ils sont 538. Pourquoi 538? Le calcul, puis là, pas obligé de prendre un petit papier, un petit crayon, je vais vous faire ça super simple, sinon on va avoir besoin d'un autre podcast juste pour ça. On prend le calcul, il y a 2 sénateurs pour chaque État. Alors, tu as déjà 2 votes au collège électoral par État, ça c'est garanti. Et tu ajoutes le nombre de personnes que tu as à la Chambre des représentants, le nombre d'élus. Alors, plus tu as un État qui est populeux, plus tu vas avoir de grands électeurs. C'est pour ça qu'il faut gagner les États populeux dans un calcul mathématique, parce que tu Les vas États gagner populeux ça. sont généralement ce qu'on appelle les swing states, les États pivots, non? Oui, certains. Bien, la Californie est le plus populeux et démocrate. Écoute, je veux dire, c'est sûr que c'est un démocrate qui rentre. Le Texas, c'est populeux. La Floride, tu as raison, c'était un swing state à l'époque parce que c'est très populeux. Puis là, tu disais, ça va du côté, ça parlait une élection côté républicain, une élection côté démocrate. Là, c'est un peu moins vrai. On voit que les dernières élections, puis tu l'as mentionné quand tu parlais de tes voyages de golf, c'est plus républicain. Le chiffre magique, c'est 270. Quand vous voyez là, à la soirée électorale qu'un des deux a 270, mais il est assuré de la présidence. Tu dois gagner tant de grands électeurs. Et pourquoi c'est si difficile d'avoir des tierces partis? Tu sais, Robert Kennedy Jr. a essayé là, d'en lancer sa candidature. Il y a eu des candidats indépendants, du Il y en a Parti eu dans les vert. premières années. Il y avait le parti Whig, entre autres. Oui. Là. Il y en a eu quelques partis qui n'ont pas survécu avec le temps. La tradition a fait qu'il y en a eu 2 qui ont survécu, Mais c'est républicains ça. et démocrates. Et la façon que ça fonctionne dans l'époque contemporaine, t'as les républicains, t'as les démocrates, puis les tierces partis, comment tu peux imaginer qu'ils gagnent une élection quand c'est un système où si tu gagnes l'élection par un seul vote, tu gagnes l'État au complet. On n'est pas dans un calcul de circonscription. Tu sais, toi, tu habites dans une circonscription, tu votes X, là, on va dire une couleur, tu votes une couleur orange, politique, l'autre, tu votes, tu sais, moi, mettons, c'est un caquiste qui est élu à côté, c'est quelqu'un du PQ, à côté, c'est quelqu'un du Parti libéral. C'est comme ça qu'on fait l'addition pour décider qui va être le gouvernement majoritaire ou minoritaire. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Tu gagnes la Californie, tu gagnes la Floride, tu gagnes peu importe par un seul vote, tu le remportes au complet. Il n'y a pas de division, à part les exceptions Nebraska, Maine, mais je ne vais Mais pas ce serait vous comme, brouiller mettons, avec ça. Là. mettons, on prendrait une région du Québec. Mettons, tu dis la Mauricie, mettons, ben, il y a, je sais pas, 4 comtés là-dedans. Mais je vais aller plus loin que ça. Tu prends une province au complet, tu sais, pour élire ton premier ministre. C'est comme si tu prenais le Québec au complet, l'Ontario, puis c'était juste ça, les votes. C'était juste tes provinces et tes territoires.
Tu sais, si Ça c'est- donnerait une autre carte, probablement. Ben, Ouais. c'est sûr, tu sais. Puis là, c'est un calcul qui est vraiment différent. Fait que tu votes, c'est ça. C'est comme une récompense, les gens du collège électoral. C'est pas des élus, c'est des gens qui ont participé, des bénévoles au parti et tout ça, qui, eux, après, et là, c'est encore toujours compliqué, on certifie l'élection. Après, ils revotent pour dire, bon, on voit dans notre État, c'est Trump qui a gagné. Fait qu'on va recertifier, on va revoter pour dire, nous, tous nos électeurs, on vote pour lui. Et ça se passe le lundi suivant, le 2e mercredi de décembre. J'aime ça, hein? C'est toujours... il y a Une toujours formule quelque chose- magique de sorcière, un peu. Sinon, Dans chaque- avec oui. du sang de bébé nouveau-né. Dans chaque congrès d'État, on certifie ça. Puis c'est pour ça qu'il y avait eu toutes les contestations en 2020 de Ouais. dire, il a essayé d'empêcher cette certification-là en disant, dans chaque État, là, essayez de trouver des faux électeurs ou une façon, tu te souviens là, de tout ça, il y avait les mécanismes pour empêcher cette certification. Puis après ça, c'est certifié où? Bien, c'est au congrès le 6 janvier. Je pense que c'est une date, on s'en souvient. On va se remettre dans le bain d'un certain Le 6 janvier ouais. 2021. We can't hold this. We're going to get too many fucking people. Look at this fucking vantage point, man. We're fucked. Trying to hold the upper deck. We're trying to hold the upper deck now. We need to hold the doors of the Capitol. They were peaceful people. These were great people. The crowd was unbelievable. And I mentioned the word love. The love in the air. I've never seen anything like it. Donc, on vient d'entendre un extrait. Ça fait partie des vidéos qui sont rendues publiques Ouais. de l'assaut du Capitole. Il y a une commission d'enquête aussi à la Chambre des représentants. On voulait savoir ce qui s'est passé 6 janvier 2021. On a entendu aussi Donald Trump que c'était sur les ondes de Fox News qui disait que c'était des gens pacifiques, des patriotes qui s'étaient rendus sur place. C'était pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Pression sur Mike Pence. On avait appelé même à le pendre, le vice-président C'est fou, des là. États-Unis, pour l'empêcher de le faire. C'est fou. Puis moi, je regardais sur Twitter les jours précédents parce qu'à partir de l'élection, en fait, Donald Trump a toujours refusé d'admettre la victoire de Joe Biden. Ça y a pris du temps. Je ne sais même pas s'il l'a Il l'a fait. pas fait là. encore. Il ne l'a pas fait encore. Donc, il a toujours considéré qu'il avait été victime d'une fraude. Mais moi, je voyais monter sa rhétorique sur Twitter. C'était vraiment il conviait vraiment les gens à venir le 6 janvier sans dire exactement ce qu'ils voulaient, mais on le lisait entre les lignes. Quand tu sollicites les Proud Boys et d'autres groupes comme ça, puis que tu dis les gens vont parler le 6 janvier, là, il y avait vraiment comme une ambiance qui amenait à ça. Et même le 6 janvier, la journée même, c'est pas vrai que c'était des gens pacifiques. Là. On les voyait, les images live à la télé, puis on suivait ça. C'était pire qu'un téléroman, en fait. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce refus-là, puis dans ce manque de grâce-là, parce que quand tu perds, on n'était pas habitué à ça. On a vu des candidats républicains défaits. Je me souviens de John McCain, un moment donné, qui reprenait un peu les paroles d'Abraham Lincoln, qui disait, hey, à la fin de la journée, là, on prie le même Dieu. Là. Fait que ça donne rien de se taper sa tête. On n'est pas d'accord sur des affaires, mais à la fin de la journée, on a le même Dieu. Là, On qui est défend la au-dessus. même Constitution. On défend la même Constitution, puis on est dans le même pays. On n'a jamais entendu ça de la part de Donald Trump. Et il a toujours refusé de le faire. C'est un manque de grandeur, c'est un manque d'élégance politique, c'est un manque en fait aussi de sens de l'État, moi je trouve. Le sens de l'État, c'est super important quand tu arrives dans des fonctions comme ça, d'être le plus pacificateur possible, d'être le plus unificateur possible. On ne l'avait pas, ça. Il y avait quelque chose de vraiment distorsionné dans la réalité. C'était troublant. Là, Bien, honnêtement, je vois, quand on revoit les images, on entend ce son, puis c'est bouleversant. Je réalise pas encore que c'est arrivé. On dirait que c'est dans un monde parallèle qu'on a vécu Tu sais, quand tu vois les policiers qui dégainent le fusil puis qui barricadent une porte au Capitole, j'étais là, moi, il y a 3 ans avant, là. J'étais allé en visite, là, puis tu vois ces lieux. Voyons, toi, que... Je suis allée après avec mon fils. Ah, man, Là, je mais me tu- disais, voyons, C'est qu'il y a eu ça surréaliste. ici. Quand on est allé, nous, la première fois, il y avait quelque chose d'extrêmement solennel là-dedans. Tu sais, tu y vas comme touriste, mais en même temps, tu passes devant le bureau de Paul Ryan, puis la porte est entrouverte, puis il est là. Tu sais pas comme, hey, c'est lui le gars, tu comprends-tu? Il y a une espèce de recueillement. De respect. De respect, puis de recueillement, parce que c'est presque une église quand tu vas là. Puis de voir débouler ces gens-là, les pattes sur le bureau de Nancy Pelosi, puis c'était une mascarade, ça avait aucun sens. C'était distorsionné. C'était une réalité qui se pouvait pas, là. Puis la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer le 5 novembre? Parce qu'on arrive, là, on parle d'élections depuis tantôt. C'est le 5 novembre que ça se décide. Oui, il y a tout sur je parlais des référendums. Je t'ai même pas parlé du fait qu'il y a 10 États où on va se prononcer sur le droit à l'avortement. Fait que ça va être quelque chose un facteur de motivation de tellement d'électeurs et d'électrices qui vont se dire, je vais m'inscrire sur les listes électorales. On dit que ça peut changer le visage, justement, de c'est qui va diriger le pays au lendemain du 5 novembre. L'autre question, c'est est-ce qu'on va le savoir le 5 novembre au soir? Il y a des années où, je sais que tu te couches pas nécessairement
nécessairement tout le temps tard avec l'émission le lendemain, mais qu'on le sait le soir même. Ou, dans ce cas-ci, la dernière fois, on l'a appris 5 jours plus tard. Je le sais parce que c'est arrivé le 7 novembre, le jour de ma fête. mais on l'attendait, cette Christie de réponse-là, parce qu'on regardait les nouvelles constamment. Puis non, pas encore, puis ça sera pas aujourd'hui. Je dormais pas. Moi, je voulais savoir, ça va-tu se passer pendant la nuit? Là, je dormais 2 heures par nuit à essayer de trouver c'est quand le moment qu'on allait annoncer. Ça reste quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter trop. Le président américain est quelqu'un qui a très peu de pouvoir dans les faits, surtout si les chambres ne sont pas de sa couleur. C'est encore plus vrai. On l'a dit plus tôt, c'est une bébite qui est longue à faire bouger puis qui est longue, à moins, sauf sur des questions comme le droit à l'avortement, que là, on se prononce à l'élection. C'est plus direct, mettons, comme question. Mais pour le reste, il faut faire un peu confiance aux pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est pas pour rien que tout ce monde-là, ça percole lentement du côté de Washington. Je vais te dire mon inquiétude à moi pour la prochaine élection, parce qu'on voit celle de 2020. On se dit, est-ce qu'on va revivre la même chose? Les questions au niveau de la sécurité. On a installé depuis des vitres par balle quand tu vas voter. On a installé il y a des gens qui travaillent dans les élections qui engagent la sécurité privée pour eux, parce que la dernière fois, on avait nommé des gens qu'on disait qu'ils avaient volé, qu'ils avaient apporté des faux bulletins de vote, puis c'était pas ça pantoute. Alors, la sécurité va être en hausse, la tension va être là. Et ce qui me fait peur, c'est État par État, on a semé des petites graines, là, on a mis des lois où ça va être plus facile de contester les votes. Ça va être plus facile de contester le résultat de l'élection. Il y a des gens qui inondent les bureaux de gestion d'élection de questions pour vérifier chaque électeur, est-ce qu'il a le droit de voter? Ouais. Ah, bien là, son adresse, c'est bizarre. Il y a plein de monde qui sont à la même adresse. Oui, mais c'est une résidence pour personnes âgées. Tu n'as pas pensé de regarder, mais ils vont contester chaque nom de la résidence personne âgée de 200 personnes. Là, il faut tout faire ces vérifications-là. Fait que le processus est tellement lent. J'ai confiance envers les tribunaux. Ouais. Je pense que ma confiance est plus là qu'envers les élus. Ça va le tester. Puis dans ce qui est arrivé dans la suite du 6 janvier, puis dans la suite les contestations qu'il y a eu, c'est là qu'on a vu que les loquets, mettons, de la justice ont fonctionné. Tu comprends? Le système a fonctionné parce qu'il y en a eu ces contestations-là qui ont toutes été battues, là, une en arrière de l'autre. Il y en a que ça a pris du temps. Puis la conclusion, ça a pris du temps parce qu'ils ont éprouvé le système, puis ils vont le refaire encore. Si tu éprouves le système, puis que le système fait ce pourquoi il est conçu, pas de problème dans la vie. C'est ça la liberté aussi, tu as le droit de le faire. Mais c'est clair que c'est du sable dans l'engrenage constamment. Là, ça va être difficile à voir. Puis avant de se laisser, je veux vraiment qu'on se replonge une dernière fois dans l'élection du 3 novembre 2020. On va entendre tout d'abord Donald Trump, la soirée de l'élection. Bon, tu vas voir comment lui voit les choses pour l'avenir de sa candidature. Puis, on va entendre Joe Biden, avant qu'il soit officiellement élu comme président, comment lui voit la soirée électorale. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote, it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. Donc, on voit Joe Biden, c'était la soirée électorale qui dit « Attendez, là, faut être patient. » C'est ça. Puis on entend les klaxons, ça, c'était la pandémie, quand les gens étaient dans leur voiture pour pouvoir, au lieu d'applaudir, on était face à... Alors, j'ai fait des shows de même, moi. Je me suis fait klaxonner après. Ah bon, mais regarde, écoute, j'adore. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est ma perspective que j'ai en tête de la dernière élection présidentielle. On va voir ce qui va se passer. C'est différent. Kamala Harris face à Donald Trump, je pense pas que ça va être aussi intense, Valérie, dans le sens où Donald Trump n'est pas président présentement. Tu comprends? Pour la sortie de mandat, oui. Ça va être, oui. En 2020, lui, il perdait quelque chose qu'il avait eu de haute lutte. Je sais qu'il veut être élu ardemment pour plein de raisons qui l'avantageraient personnellement, mais j'ai pas l'impression que la trame dramatique va être la même. Je pense pas qu'il y a la même traction non plus qu'il y avait. Oui. On verra, là, mais comme tu dis, ce sera pas la même transition. Non. Il y a un président qui est là, qui va reconnaître automatiquement qui que ce soit. Là, t'sais. Et mon dernier petit fait à la Géopardie, ou je ne sais trop, génie en herbe, sais-tu que c'est Kamala Harris, si elle gagne, qui va certifier sa propre victoire? Parce que c'est la vice-présidente ou le vice-président qui certifie à la toute fin. Ben oui, Mike Pence devait certifier la victoire de Biden. Puis il a refusé de le faire. Oui, alors, il a refusé de le faire pour Donald Trump. Oui, Al Gore avait dû certifier sa défaite, lui.
la ouais. dernière fois. Alors, ça va être particulier. Ça, j'ai hâte de voir comment on va interpréter le fait que Kamala Harris, si elle gagne, certifie sa victoire. Est-ce que là, il va y avoir encore des mécontents en disant, vous voyez, c'est arrangé avec le gars des vues. Ouais, c'est la sûr. fille qui est sur le bulletin de vote qui donne Alors l'étampe que là, c'est que la tu as Constitution gagné. qui est faite comme ça, là, donc. Donc ça, il n'y a pas de changement. On peut pas dire on va la remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, il reste encore bien du temps avant l'élection du 5 novembre. Quand l'épisode va être diffusé, on va avoir peut-être eu un débat. On va être rendu un peu plus loin dans la course, mais ça risque d'être assez intéressant. En tout cas, ça va être historique. Donald Trump, un autre mandat ou première femme présidente des C'est clair. États-Unis. J'ai déjà réservé mon hôtel même pour le 20 janvier où on va assermenter la nouvelle personne. Ah oui, parce que ça, hein? c'est la dernière étape Exact. pour avoir un mandat comme président. Mais c'est présidente. fascinant, puis ça nous touche. C'est notre voisin qui nous donne la grippe à chaque fois qu'il tousse. Comme Oui. de raison, il y a des échanges importants. Il y a des échanges humains aussi au niveau des frontières, dans presque tout le long du 45e parallèle. C'est ça qui est fascinant avec ce voisin américain. Puis en même temps, c'est un géant. Des fois, quand il bouge, ben, ça casse de la vaisselle un petit peu. On va essayer on va espérer qu'il n'y en a pas trop. On n'a pas beaucoup de contrôle, mais c'est clairement fascinant puis passionnant à suivre. J'allais dire exactement la même Ouais. expression. Ça va être fascinant. On va s'en reparler. Mais Ça, ça. dans un autre contexte, je suis certaine qu'on va pouvoir se jaser de l'élection américaine. Puis des rebondissements, je pense qu'on va en avoir d'autres. Écoute, il y en a tellement eu cet été. Je vois pas pourquoi l'automne serait tranquille. Non. La surprise d'octobre, il y a toujours un petit punch qui arrive juste avant l'élection. fait. J'ai hâte de voir ça va être lequel. Je rappelle, Martin Cloutier, que tu es animateur de Debout les comiques. Ça fait combien de saisons? C'est ma là? 12e quoi? année. 12e. Bien, félicitations. Mais merci. Quand Paul Arcand est parti, c'est moi qui est devenu le plus vieux morning man en ville. Oh, mais écoute, ça mérite des félicitations. C'est pour ça que je t'ai invité dans le fond, parce Des que films. Paul était parti. Fait que Quand je Paul voulais- s'en va, je suis là. Merci, Martin. Merci Valérie. Donc, on se retrouve très, très bientôt pour ce sera le deuxième épisode de Miss America saison 2.